Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 11h02, nous allons parler économie avec nos invités. Dette publique très haute, la dette publique. Alors, est-ce que ça doit nous inquiéter? Qui va payer? Nous allons débattre. Mais nous allons débattre avec en toile de fond, évidemment, le match Argentine-France d'hier. Avec nous pour parler de la dette, Christian de Boissieu, qui est vice-président du Cercle des économistes, professeur à Paris Panthéon-Sorbonne. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avec nous, Pascal Delima, chef économiste CGI Consulting. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Stéphane Sautarel, sénateur Les Républicains du Cantal. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous tous les trois. Nous allons commencer avec cette Coupe du Monde. Vous savez ce que j'ai des priorités ici, ce sont les auditeurs qui vont intervenir sur la dette aussi, mais qui vont intervenir sur la Coupe du Monde. Simon, par exemple, qui est à Perpignan. Bonjour Simon. Oui, bonjour Jean-Jacques Bourdin. Vous êtes fonctionnaire d'État, Simon. Tout à fait. Vous voulez revenir sur l'arbitrage et sur Emmanuel Macron. Expliquez-nous. Ben, l'arbitrage, d'abord, c'est pas, j'ai pas regardé le match en son entier, bien loin s'en faut. Alors, mais je difficile trouve de juger, alors. Non, mais c'est difficile surtout de critiquer, parce que je trouve que de toute façon les choses ont été faites. Il y a des règles qui ont été établies. Après, refaire le match après match, c'est très simple. Et je trouve quand même qu'il est quand même préjudiciable de vouloir toujours remettre en cause certaines choses. Il y a des erreurs, tout le monde peut commettre des erreurs. Si ça n'a pas de conséquences graves, je ne vois pas pourquoi on polémique là-dessus. Bien, alors attendez Simon, je vous arrête, vous allez parler d'Emmanuel Macron après, mais l'arbitrage, messieurs, vous êtes des économistes, mais aussi vous aimez le foot, vous avez regardé. Moi j'adore le foot. Christian de Boissieu. J'adore le foot, j'ai tout regardé. Oui. Y compris la séance dramatique à mes yeux des tirs au but, où je trouve qu'il y avait un décalage dans la préparation ou la non-préparation. J'ai l'impression que les Argentins étaient complètement préparés au tir au but et que nous, Français... c'est pas notre spécialité. Didier Deschamps, d'ailleurs, l'a dit. Oui. Il dit au fond, c'est la roulette russe, etc. Donc là, c'était un peu dommage. Mais je reviens sur l'arbitrage. Moi, j'ai pas été choqué de déséquilibre dans l'arbitrage. J'ai trouvé globalement, je crois qu'il était roumain, l'arbitre. Non, polonais. Polonais. Bon, peu importe, c'était pas ça le sujet. Je l'ai trouvé bon. Voilà, globalement bon. Alors, vous n'êtes pas tout à fait d'accord, Pascal Delima? Comme je le dis souvent, c'est que je trouve que les arbitres, de façon générale, sont plutôt, depuis quelques années, dépassés par l'amélioration des conditions physiques des joueurs professionnels. Oui. Et on a de plus en plus, je crois que c'est aujourd'hui un match sur 3 qui dépend quasiment des décisions du corps arbitral. Donc c'est même presque plus du sport. Et surtout, on avait introduit la vidéo pour créer de l'objectivité, c'est-à-dire pour éliminer justement l'aspect des erreurs. C'est le rapport de la technologie à l'homme. C'est-à-dire qu'on avait souhaité que les vidéos améliorent le corps arbitral et permettent de prendre des meilleures décisions. Et puis on a vu encore sur cette Coupe du Monde que les conditions de déclenchement des vidéos sont extrêmement floues et que les règles sont pas tout à fait stabilisées et qu'il y a encore un match sur 3 qui dépend d'erreurs d'arbitrage. La VAR inexistante pendant cette Coupe du Monde. Non mais bien sûr, soit elle est trop existante, soit elle n'existe pas et les règles sont pas stabilisées. Donc là, il y a un vrai problème pour des sportifs de haut niveau, pour un tas de tout l'écosystème du foot qui est, vous le savez, qui est très important en termes financiers et en termes sportifs aussi et en termes d'image que ça représente. Et c'est très embêtant je critique pas les arbitres. Ce que je dis, c'est qu'il y a encore une cote-part trop importante de matchs qui sont décidés par des erreurs. Et c'est à peu près un match sur 3 aujourd'hui, donc ça commence à faire beaucoup. C'était 1 sur 10 il y a 20 ans et on avait dit la vidéo va résoudre le problème. C'est assez vrai ce que vous dites, Stéphane Sautarel. Oui, merci. C'est vrai que la part, ça n'engage que moi. On a voulu introduire de la technologie pour éviter trop de subjectivité ou objectiver les choses et la VAR a été la grande absente de cette Coupe du Monde. Mais pour revenir sur le match d'hier, même si dans le temps additionnel ou dans la prolongation, il y a eu peut-être quelques décisions, notamment sur des questions d'avantage. Je ne suis pas un spécialiste du football, mais il me semble que parfois on pouvait en contre l'équipe de France prétendre à mettre en danger cette équipe et on ne nous a pas laissé l'avantage. Ensuite, sur l'ensemble du match, je ne pense pas qu'il y ait des faits d'arbitrage qui aient mis en cause le résultat de la partie. Bien, en marge de ce match, il y a eu l'attitude d'Emmanuel Macron qui a choqué, ou pas. D'ailleurs, la gauche se gausse du président de la République, est allé consoler Kylian Mbappé sur la pelouse, qui a montré sa passion pour le football. Certains pensent qu'il en a trop fait, d'autres soulignent son amour pour le foot. Justement, Simon, vous en pensez quoi ?
Je vais vous dire, au risque de vous décevoir, c'est que j'ai trouvé notre président pathétique. Pourquoi vous me décevriez, Simon? Non, mais je ne sais pas, parce que comme vous êtes tous passionnés de foot, et c'est pas tout à fait ma position, mais ça je me l'en cache pas, parce que moi je trouve ce sport très futile, pour pas dire, puisque c'est du business, ça devient maintenant de la politique depuis longtemps de toute façon. Et j'ai trouvé que là, le président de la République a été en dessous de tout. Il a voulu surexploiter en espérant que l'équipe de France gagne, ce qu'on peut concevoir. Et il fait croire à tout le monde qu'il est comme tout le monde, qu'il aime le football, ce qui, je pense, de mon humble avis, est totalement faux. Mais Simon, il peut l'aimer, il peut aimer le foot, il a le droit d'aimer le foot. Ensuite, qu'il l'exprime d'une manière ou d'une autre, mais il a le droit d'aimer le foot. Oui, mais il fait comme tout. Dans certains événements qui peuvent lui porter, le porter au nu et lui permettre de gagner quelques points, il est toujours dans l'excès. Il ne sait pas faire de la mesure. C'est comme un comédien. Un comédien, quand vous voulez, il s'imprègne du rôle dans son entier, et ensuite, sur certains comédiens, il surjoue. Voilà, donc, au-delà, moi, je ne mets pas en doute qu'il aime le foot ou pas, ça me laisse indifférent. Oui. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il aime le peuple français et qu'il le défende. Ça serait déjà quand même une priorité. Voilà ce que je voulais dire. Bon, vous l'avez dit, Simon, c'est bien. Chacun a le droit de s'exprimer. Merci, Simon, dans tous les cas. Jean-Jacques, merci beaucoup. Alors, qu'en pensez-vous? Que pensez-vous de la remarque de Simon Christian de Boissieu? Emmanuel Macron aime le foot. Je crois que c'est pas la peine d'en discuter. Il l'a prouvé à plusieurs reprises. Il avait une préférence, je ne sais pas s'il a encore, pour l'OM. Il l'a toujours. Il l'a toujours, mais peu importe, c'est pas le sujet de la Coupe du Monde où là, ce sont les équipes nationales qui jouent. Deuxième remarque, qui viennent réconforter Mbappé, pourquoi pas. La séquence où je trouve qu'il y en a trop, c'est too much, comme on dirait vraiment en anglais. La séquence, c'est dans le vestiaire. Oui. J'ai écouté ce qui s'est passé. Il aurait pu le faire, mais sans radio, sans télé, sans micro. Là, je trouve que le fait de rendre public cette adresse du président, alors que les joueurs sont encore sous le choc, sont KO d'une certaine façon, devant leur déception. Bon, il veut les remobiliser, mais il a quand même le temps de les remobiliser. Il n'y a pas le feu dans la maison avant les prochaines échéances. Donc là, ça m'a paru trop. Qu'en pensez-vous Oui, moi je crois que cette rencontre, ce match, une finale de la Coupe du Monde, c'est un grand moment de communion et de cohésion nationale. Donc le fait que le président de la République soit là et soit aux côtés de notre équipe, ça ne vous choque pas qu'il soit présent. Ça ne choque pas, je pense que ça c'est très bien. En revanche, effectivement, je trouve qu'il y a un petit peu de surjoué tout à fait à la fin dans le vestiaire. Je rejoins Christian de Boissieu et je pense à certains professionnels dans d'autres milieux. J'ai entendu notamment des soignants qui auraient aimé ou qui aimeraient avoir parfois le même soutien. Pour autant, le fait qu'il soit là pour réconforter nos joueurs dans un moment de dramaturgie à la fin de la séance des tirs au but, ça c'est très bien. Après, ça peut se faire en micro. Il a surjoué ou pas? Oui, certainement qu'il a surjoué. Il y a aussi un contexte sportif très fort pour une finale de Coupe du Monde. Je pense que ce contexte-là, peut-être qu'il ne l'appréhende pas de la même façon qu'un sportif de haut niveau, et donc il y a aussi besoin que ces sportifs fassent un peu le deuil ensemble de cette défaite. Et là où j'ai trouvé qu'il y avait un problème quand même aussi, c'est que, et peut-être de là apparaît aussi ce déséquilibre, c'est que Kylian Mbappé, on le voit très très bien, et parfois un peu, peut-être du fait de la défaite, mais en tout cas un peu irrespectueux vis-à-vis du président de la République. Moi, ça m'a un peu choqué. Dans ma famille, on dit c'est incroyable de pas le regarder les yeux dans les yeux, de limite le mépriser un peu. On voit sur la pelouse un comportement tout à fait arrogant de ce génie du football. C'est pas un problème de football, mais j'ai regretté cette image un petit peu là, voilà, où on voit Kylian Mbappé légèrement. Bon, ça m'a un peu ennuyé. Je trouve que un président de la République doit être quand même un peu plus respecté. Et puis voilà, sinon pour l'aspect surjoué, oui certainement, après c'était aussi certainement un outil de com, etc. Je n'oublie pas qu'il y a des enjeux considérables derrière. On va parler du Qatar, des enjeux économiques, et ça va nous conduire à la France et à la situation de la France, mais il y a des enjeux considérables parce que le Qatar a réussi sa Coupe du Monde, mais maintenant nous avons 2 gros événements sportifs à organiser, et pour Emmanuel Macron, là l'enjeu est considérable. La Coupe du Monde de rugby à l'automne et surtout les Jeux Olympiques de 2024, où il sera toujours président de la République. Donc et là l'image de la France sera encore plus montrée du doigt dans le monde entier. Oui, je suis d'accord avec vous, Jean-Jacques, mais je vois pas le rapport
entre la quantité d'attention qu'il donne juste après le match et l'organisation qui doit être efficace, crédible, etc. De ces deux événements mondiaux. Donc c'est pas parce que il va dans le vestiaire haranguer les joueurs en disant voilà, vous avez fait une Coupe du Monde fantastique, continuez, soyez pas désolés, demain ça ira mieux, etc. C'est ça que j'ai entendu, ce qu'il a dit dans le vestiaire. Ça n'a rien à voir avec la question de savoir si la France va convenablement organiser ces deux événements. Oui, mais n'oublions pas que l'un des rêves d'Mbappé, c'est d'être champion olympique. C'est l'un de ses rêves. Et champion olympique en France en 2024, c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, il est resté au Paris Saint-Germain. Il y en a d'autres, financières ou autres. Mais oui, c'est possible, mais simplement, je pense qu'effectivement, c'est deux sujets assez différents. Et moi, je voulais revenir sur peut-être ce qui était un peu un signe de verticalité qu'on connaît un peu chez notre président de la République, et il ne peut pas être entraîneur de l'équipe de France, décider de l'ensemble des décisions qui se prennent dans notre pays. Je pense que justement on a besoin d'un peu plus de décentralisation, de déconcentration, de partage, de distance, et comme le disait je crois le général de Gaulle, le pouvoir a aussi besoin d'un peu de prestige et donc d'un peu de distance, et peut-être c'est ça qui a pu laissé emporter par ses émotions, avec toujours cette volonté d'agir sur tout et d'intervenir sur tout. C'est pas à lui de décider si Didier Deschamps doit continuer ou pas. Oui. De toute façon, Didier Deschamps décidera. Non, mais d'abord, c'est à Didier de continuer. Et puis, il contourne le président de la Fédération française de football qui a d'autres sujets à traiter. Il va y avoir un audit relativement sévère, d'après ce que je comprends, qui arrive au mois de février. Donc tout ça, on joue un peu, on marche sur des œufs, là. Et donc, je suis pas sûr qu'il avait à se mêler de la gouvernance du football en France. C'est pas le rôle du président de la République. Tout ne peut pas se décider à l'Élysée, je pense pas. Tout ne peut pas se décider à l'Élysée. C'est pas à l'Élysée que ça va se décider. Sûr, mais le problème, c'est aussi la place du football dans la société, qui est tout à fait énorme et colossale. La place du football, aujourd'hui, enfin, je le vois avec mes enfants, on leur dit plus, il faut que tu sois avocat, il faut que tu sois professeur, il faut que tu sois, je sais pas, consultant, il faut que tu sois... J'en sais rien, on lui dit il faut que tu sois footballeur d'abord. Alors donc c'est un problème aussi. Pas chez moi, tiens, c'est marrant. Non, oui. Non, mais j'essaie d'éviter aussi. non, mais c'est la place du foot aussi. Donc le président, il se sent obligé. Mais la place géopolitique, la place économique aujourd'hui du football. En revanche, peut-être un signe positif, c'est que nous sommes dans le football, mais aussi dans le rugby, mais aussi dans le hand, mais aussi dans le basket. Bref, dans les sports collectifs, meilleure nation du monde dans les sports collectifs. Alors que souvent on nous renvoie des messages d'individualisation ou d'individualisme, alors que c'est pas incompatible, cher ami. Sans doute, mais Christian, je crois pas que ça soit incompatible. Parce que on est quand même dans une période compliquée, y compris du point de vue économique et social, qui, à mon avis, a tendance à renforcer l'individualisme. Et on retrouve du collectif dans les sports. Donc on joue sur les deux tableaux, en fait. Moi, j'y vois un message d'espoir. J'y vois un message d'espoir. Ou de compensation. Peut-être de compensation. C'est vrai que voilà un pays qu'on dit terriblement individualiste et qui est, dans le domaine des sports collectifs, le plus fort du monde. Alors quand même, c'est étonnant, non ? Oui, tout à fait. Non, on a des structures excellentes dans tous les sports. C'est lié je dirais, aux infrastructures sportives, au niveau de coaching, etc. À la formation. La formation, bien évidemment. Je dis chapeau à tous les bénévoles, au passage, qui le samedi ou le dimanche prennent leur voiture et conduisent les jeunes, les gamins, et qui gratuitement, et qui passent leur temps, leur week-end. Les éducateurs et les parents qui viennent encourager les jeunes. Oui, et les parents qui viennent. Tout à fait. Il faut dire aux parents qu'ils se limitent d'ailleurs parfois dans leur réaction. Excessif. C'est la guerre. C'est parfois la guerre entre les parents. Oui, entre les parents. Ils ne veulent pas faire un champion de chaque enfant. Voilà. C'est ça. Exactement. Bon, on va parler économie. 11h16. Mais si vous voulez intervenir sur le foot, n'hésitez pas à 0826 300 300. Vous êtes sur Sud Radio. Nos trois invités, Christian de Boissieu, Pascal Delima et Stéphane Sautarel, sont avec nous. À tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bon, je suis impressionné parce que Christian de Boissieu et Pascal Lima et Stéphane Sautarel parlent foot, toujours. Ce qui est quand même extraordinaire. Vous êtes là pour parler quand même de l'économie française. C'est chiant, l'économie, c'est bien. Pour parler de l'économie et de la dette. Science lugubre, comme disait... Bon, un mot encore, football, économie. Est-ce que ça a un impact, une victoire, est-ce que ça aurait eu un impact sur l'économie française, franchement, sur la consommation, je ne sais pas moi, sur une espèce d'optimisme
moins que l'inflation. Christian de Boissieu. Moins que l'inflation. Moins que l'inflation. Bon, je pense que ça aurait pu avoir un effet à très court terme, mais encore on est de toute façon en période des fêtes où il y a de la consommation. Oui. Donc, c'est vrai. Et derrière le problème de consommation qui commence d'ailleurs à peiner quand on regarde les chiffres de l'INSEE du 3e trimestre, et on va voir les chiffres du 4e trimestre, l'inflation, elle a beau être moins forte que dans la moyenne de la zone euro, on a une inflation qui est légèrement supérieure à 6%. Les salaires ont augmenté, c'était indispensable, mais ils ont augmenté en général moins que l'inflation. Il y a des pertes de pouvoir d'achat qui impactent la consommation. Et ça me paraît plus important que l'effet d'annonce dû à une victoire. Mais, bien. Ça va arriver fort en janvier, effectivement. Parce que je crois que là, on est un peu masqué par Coupe du Monde, sans doute, fête encore davantage. Et chacun essaie de faire un effort dans cette période-là, notamment pour les enfants. Mais c'est le vrai rendez-vous, il est en janvier. D'autant plus que l'inflation, d'après les présidents de l'INSEE qui peut se tromper, c'est que l'inflation va quand même augmenter. On n'a pas atteint le pic. Sur l'alimentaire, notamment. Au fur et à mesure que le quoi qu'il en coûte va être progressivement plus ciblé. C'est-à-dire le quoi qu'il en coûte général va être mis en cause. C'est indispensable pour des raisons justement de on n'a plus les moyens. Voilà, il va être ciblé. Parce que le quoi qu'il en coûte a permis de limiter l'inflation. Mais on est 4 points en dessous de la moyenne européenne. Eh ben, c'est le quoi qu'il en coûte. C'est le quoi qu'il en coûte. Il y a eu sanitaire et puis ce qu'on appelle le quoi qu'il en coûte ukrainien pour essayer d'atténuer les conséquences énergétiques et alimentaires sur les prix alimentaires de la guerre en Ukraine. Mais le quoi qu'il en coûte, bon, tant mieux pour nous tous. C'est-à-dire on est à 6,2% d'inflation en novembre. La moyenne de la zone euro est à 10. On est 4 points en dessous. On est en dessous. Mais on ne peut pas maintenir ça éternellement à cause des finances publiques. Il y a quelqu'un qui paye derrière. Et ce qui paye, c'est le budget de l'État, c'est les contribuables. L'écart, c'est le budget de l'État. C'est grâce à nos efforts budgétaires que nous avons ce différentiel d'inflation par rapport aux pays voisins. Pascal Delimard. Alors, tout à fait. Alors, on en est parti sur l'économie, mais effectivement, donc, par rapport à la question initiale qui était non, parce que là, c'est bon, mais on l'a calculé, l'effet économique de la victoire de la Coupe du Monde de football en 2018. On avait calculé ça. C'était très marginal. C'est très marginal. Et en fait, c'est plus élevé quand on est organisateur, évidemment. Évidemment. Après, le quoi qu'il en coûte, il y a plein de choses à en dire aussi. C'est aussi la dette publique, et le contexte de la dette publique actuelle n'est pas très bon sur pas mal. On va venir sur la dette, on va venir tranquillement sur la dette. On parle d'inflation, effectivement plus faible qu'ailleurs en Europe, mais vous dites, et d'ailleurs les prévisionnistes tous le disent, que ça va monter jusqu'à 7-8%. 7% à peu près. Enfin, j'espère qu'on ne va pas aller tellement au-delà. Mais il n'y a que Michel-Édouard Leclerc qui dit inflation à 2 chiffres. Non, mais parce que sur l'alimentaire. Si on prend les prix alimentaires, si on prend les prix alimentaires, on est au-dessus de 10%. Au-dessus de 10, on est au-dessus de 10. Et le panier de la ménagère, il est directement impacté. Donc, pour chacun d'entre nous, le panier pertinent n'est pas le même. Mais si on raisonne au niveau global, moi je prends les chiffres de l'INSEE. Alors moi justement, ça c'est très intéressant. Et d'ailleurs les auditeurs le remarquent et nous en font la remarque régulièrement. Il y a cette inflation générale, mesurée, et puis il y a ce qu'on appelle les dépenses contraintes, la véritable, l'inflation concrète. Et là, les dépenses contraintes ont augmenté plus de 6%. Oui, c'est ce qu'on appelle, tout à fait. On appelle ça les effets de mode aussi. Vous avez une dépense structurelle qui augmente, donc il y a forcément parfois les applications, les iPhones, les assurances pour tout et pour chien aussi. L'électricité, c'est pas de la mode. Non, c'est pas de la mode. C'est contraint. C'est contraint, tout à fait. Mais il y a aussi d'autres dépenses contraintes qui sont parfois un petit peu des effets. Je pense notamment dans les joujoux des télécommunications. C'est un peu finalement des inflations qu'on s'impose. Tout à fait, qu'on s'impose. Le consommateur s'impose. Et puis des assurances, vous savez très bien, et les packages qu'il y a derrière un certain nombre de produits qu'on veut pas et qu'on nous impose aussi, qui sont dans le prix final, jouent aussi un petit peu. C'est vrai, mais malgré tout, je pense qu'aujourd'hui, sur les dépenses contraintes, sur les dépenses obligatoires, alimentaires, énergétiques, c'est la facture d'électricité, la mobilité, les transports. La mobilité, les transports, c'est ça les dépenses contraintes. Le ressenti, le vécu est supérieur aux chiffres de l'INSEE, de chacun des Français. Et en janvier, on va passer quand même d'un bouclier tarifaire de 6 à 15% sur l'énergie. Sur l'énergie, on va sortir des mesures générales sur le coût des carburants qui ont déjà baissé depuis le mois de novembre. Il y a un certain nombre de rendez-vous qui, sur le début de l'année, sont quand même assez inquiétants, à la fois sur le coût, on ne va pas parler là de la disponibilité de l'énergie, c'est un autre sujet, mais sur le coût, c'est évident qu'on a de vraies difficultés qui aujourd'hui se présentent à nous, surtout pour ceux qui, pour se déplacer, pour la mobilité, n'ont pas
pas d'alternative sur les transports publics. Hein. Ça, alors, c'est on va parler des conséquences sur la dette, de ce quoi qu'il en coûte et des choix budgétaires, évidemment, et de la situation internationale. La dette de la France, la dette en Europe, c'est intéressant, la dette dans le monde, parce que ça m'intéresse aussi. Mais on va parler des salaires, parce que je voudrais quand même les salaires. Alors, il y avait ce vieux débat sur indexer les salaires sur l'inflation. Je ne sais pas ce que vous en pensez tous les trois, un mot. Écoutez, Christian de Boissieu. Il faut que les salaires suivent l'inflation, mais pas nécessairement à 100%. Je veux dire, parce que d'abord, il peut y avoir d'autres formes de revenus. Et moi, je fais partie des gens qui considèrent que l'augmentation des salaires qu'on constate depuis la rentrée était nécessaire, indispensable. Oui. Il y a eu un phénomène de rattrapage indispensable parce que les salaires, pendant longtemps, avaient été stables, d'une certaine façon. Et puis, d'autre part, il y a des entreprises qui, heureusement, qui font des gains de productivité. Et c'est normal qu'une partie de ces gains profite aux salariés. Bon, donc les salaires, c'est fondamental. Là, je voudrais rappeler les chiffres. Il y a une perte de pouvoir d'achat, c'est-à-dire qu'en moyenne, là encore, en moyenne, les salaires sur 2022 auront peut-être augmenté entre 4 et 5%, alors que l'inflation instantanée est autour de 6. Mais il y a des métiers en tension dans lesquels les salaires augmentent plus. Bon, donc il y a le global et puis il y a le particulier. Et souvent, c'est sur le particulier qu'il faut aussi raisonner. En effet, moi, simplement, je pense qu'aujourd'hui, on a une autre difficulté, c'est la productivité, puisque notre productivité augmente moins vite que dans d'autres pays, et donc on perd une partie de ce gain, ce qui est quand même assez important, donc on ne peut pas le distribuer ensuite. Et il y a un autre sujet qui me semble aussi important sur les salaires, c'est peut-être d'avoir des approches un peu plus différenciées entre les bas salaires et des salaires plus élevés. Il ne faut pas être sur des mesures qui soient générales. Et l'autre remarque, je ne comprends pas qu'on n'amorce pas plus fortement comment répondre à l'écart, au différentiel entre le salaire net et le salaire brut, et même encore plus largement entre le coût que représente la masse salariale pour une entreprise et la réalité de ce que touche réellement au salaire. C'est vrai qu'on ne travaille pas là-dessus. On travaille très peu sur ce sujet-là. Si, c'est le problème des charges sociales. Oui. On les a abaissées depuis 30, 40... La droite et la gauche les ont abaissées depuis 30 ou 40 ans pour réduire ce qu'on appelle le coût indirect du travail, c'est-à-dire les charges sociales. Bon, là, on est presque à l'os, d'une certaine façon, parce qu'il faut aussi financer la Sécu. On est d'accord. Excusez-moi de le dire. Donc, on peut très bien dire qu'il faut baisser les charges sociales. Comment on finance la Sécu? Est-ce qu'on peut financer autrement? Est-ce qu'ailleurs en Europe, qu'ailleurs en Europe, les salaires augmentent moins vite que l'inflation, comme en France? Non, on est vraiment dans la tendance européenne de ce côté-là. On n'est pas bien différent des autres. En revanche, c'est vrai que d'avoir une démarche différenciée est quelque chose aussi d'important en fonction de l'évolution des hauts salaires, l'évolution des salaires de la classe moyenne et l'évolution des bas salaires, notamment pour les populations moins qualifiées. Et là, on voit une tendance qui commence à se consolider en France et qui est la reproduction de ce qui s'est passé il y a 10 ans aux États-Unis et qui commence à arriver dans les pays du Nord et un petit peu en France. C'est qu'il y a un chômage important pour les classes moyennes et qu'il y a un chômage technologique important du fait de l'automatisation, de l'arrivée d'un paquet d'innovations et que ça joue sur les salaires de la classe moyenne. Il y a aussi des top jobs qui sont ultra payés et qui sont tout ce qui est lié à on va pas rentrer dans les débats techniques, mais lié à la donnée, lié aux innovations, avec de nouveaux emplois extrêmement rémunérés, et une pléthore de micro-boulots, une pléthore de petits jobs, qui d'ailleurs améliorent les indicateurs du chômage, mais qui ne disent pas grand-chose sur la précarité. Donc attention sur ces histoires de grandeur globale. C'est-à-dire que l'amélioration du chômage repose sur les petits boulots, entre guillemets, sans aucune notion péjorative. Tout à fait. D'après les constats statistiques qu'on a pu faire, oui. C'est-à-dire que l'amélioration du taux de chômage est compatible avec une précarisation du marché du travail, surtout pour les classes moyennes, surtout pour les fonctions support. Bon, en plus dans le domaine de l'entreprise, et c'est vrai que ça, on doit le traiter catégorie par catégorie. C'est compliqué, hein. C'est compliqué, c'est tout à fait vrai. Et c'est compliqué parce que... Merci Christian, ça me fait... Bonne note à mon ancien élève. Mais je veux dire, c'est compliqué de... Il faut, effectivement, il y a beaucoup il faut distinguer selon les secteurs, les entreprises, le niveau de qualification, comme vous l'avez fait, Pascal. Le problème, c'est qu'au point de départ, vous avez des politiques qu'il est très difficile de différencier. C'est-à-dire la sélectivité des politiques publiques est compliquée à mettre en œuvre. Bon, et la politique monétaire, elle rentre pas là-dedans. Elle nous vient de Francfort, c'est la BCE. Le budget de l'État, il peut pas. Il fait un peu de sélectivité, etc. Donc, on a besoin de mesures granulaires, c'est-à-dire relativement précises, face à des politiques publiques qui ont beaucoup de mal
à s'adapter à ce contexte. Bien, nous allons parler de la dette, nous allons parler aussi quand même, parce qu'il y a bon, les Français, oui, les salaires n'augmentent pas suffisamment par rapport à l'inflation, oui, l'inflation est forte, mais les Français ont toujours un taux d'épargne élevé. Et ça, c'est tout à fait étonnant. C'est la crainte de l'avenir. Oui, c'est la crainte de l'avenir. On va parler de cela. Et on va prendre Tony, qui est à Saint-Cyr-l'École dans les Yvelines, qui est chef d'entreprise, qui dit on ne soutient plus les chefs d'entreprise, c'est une des causes de la dette publique. Alors, nous allons entendre tout le monde dans 2-3 minutes. Il est 11h31. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. 11h34, prenons Tony, qui est avec nous, qui est à Saint-Cyr-l'École dans les Yvelines. Bonjour Tony. Oui, bonjour Monsieur Bourdin. Bonjour, nous avons nos 3 invités qui vous écoutent. Vous êtes chef d'entreprise. Oui. Tony, dans quel domaine ? Alors, je suis dans le domaine de l'immobilier, dans le domaine de l'aviation et dans le domaine de l'importation. D'accord, Tony. Voilà, j'ai plusieurs sociétés et je joue avec ça, quoi. Bien. Bon, alors Tony, dites-nous la situation. On parle de la dette de la France, de l'endettement qui est important, des salaires. On parle, enfin tout est lié, hein, évidemment. On parle du taux d'épargne aussi. Vous, Tony, que dites-vous ? Alors, la première chose, moi, qui m'interpelle, c'est qu'en fait, en France, on est toujours en train de pousser les gens à faire quelque chose. L'État aide tout le temps. Mais c'est tout et son contraire. On a le cas, il fallait acheter de l'éolienne et du panneau solaire. Au bilan, on a éteint les centrales atomiques. On fait peur aux gens. Ensuite, l'année dernière, on a poussé tout le monde à acheter des objets de chauffage, des poêles à granulés. On est quand même passé de 3 € à 12 € que fait l'État. Une inflation de 400% là-dessus. Hein. Le chauffage, 400% sur des pellets de bois qui ont été produits il y a 2 ans. J'ai découvert que la moutarde venait d'Ukraine. Pas toutes, mais une partie. Ah, voilà, ouais. Donc en fait, comment voulez-vous que ça fonctionne ? Nous sommes dans un État avec une publication donc par les médias, par tout ce qu'on peut entendre. C'est négatif. Tout ce que les gens font, vous cassez. On casse tout en permanence. Vous dites qu'on est en permanence pessimiste. Ah oui, je vous écoutais tout à l'heure au niveau de Macron et le football. Oui. Mais qu'est-ce que c'est négatif ? On est tout le temps en train de juger, on juge, on casse, on met le doute à tout le monde. Ça, c'est pas faux, remarquez. C'est une spécialité très française, ça c'est pas faux. Mais faut arrêter ça. Les gens, on les met dans le doute. Et le doute, ça n'aboutit à rien. Et je vous dis aujourd'hui, 400% sur les pellets de bois. Et on est en train de dire aux gens, on va vous couper le chauffage en plus. On est revenu, mais 70 ans en arrière, pendant la Deuxième Guerre mondiale. On n'entend que des choses comme ça. Comment voulez-vous remettre les gens au boulot ? Bon, alors Tony, quelle devrait être... C'est de la communication, mais il y a aussi des vérités économiques, des faits, parce que c'est bien beau. On en parlait tout à l'heure, c'est bien beau le commentaire. Je vais vous en donner. Alors donnez-nous un fait, puis ensuite je donne la parole à mes invités. Alors vous allez voir, le problème il est bien plus profond que ça, parce qu'il est bien plus visionnaire que la plupart des politiques sur des petits mandats de 4 ans. Bon, alors allez-y Tony, allez-y. Moi j'ai une très très belle carrière militaire. Très belle carrière militaire, j'en suis très très fier. Je suis parti d'un CAP d'électromécanicien dans les années 80. Oui. Donc dans les années 80, on apprenait des métiers. On apprenait, il y avait l'électricité, il y avait la maçonnerie, il y avait du carrelage, il y avait des couvreurs, il y avait des charpentiers. Allez chercher quelqu'un qui fait de l'artisanat aujourd'hui. Il n'y en a plus. Il y en a moins. Il y en a beaucoup moins. Ne soyez pas pessimiste. Non, mais c'est même pas pessimiste, Monsieur Bourdin. C'est une réalité. On ne trouve plus d'artisans parce qu'ils sont débordés. Il y en a de moins en moins. Et aujourd'hui, on valorise en France les youtubeurs, les influenceurs et des machins comme ça. Mais ça n'apporte rien, ça. Ça, c'est malheureusement un phénomène mondial qui a touché la France, c'est évident. Voilà, Tony. Alors, vous dites quoi concrètement conclusion, Tony. Vous allez voir encore une autre chose aussi. Je ferme et après je vous laisse la parole. Allez.
Alors, la dernière chose, c'est, on n'a pas d'argent, la dette, etc. Est-ce que vous avez vu à quel point on s'acharne contre les automobilistes avec le mobilier urbain? On refait des routes des fois. Moi, autour de chez moi, la route est refaite toutes les 5 ans. On change les trottoirs, on change tout, etc. Mais qui c'est qui paye? Moi, quand je vois des bornes, Monsieur Bourdin, je termine avec ça. Ouais. Une borne, vous savez, les bornes anti-stationnement, ça vaut 600 €. Avec 2 bornes, je pense qu'on pourrait former un jeune qui puissent apprendre un métier et les remettre au travail, ces jeunes. Alors, vous dites, Tony, qu'on dépense trop publiquement. Trop d'argent public dépensé ou mal dépensé, dans tous les cas. On est le pays des ronds-points. Maintenant, on en est arrivé à mettre des luminaires. Bon. Écoutez bien la stupidité du truc. Bon. On a des luminaires d'éclairage nocturne que l'on coupe la nuit. Non mais attendez, mais on marche sur quelle planète? Des luminaires pour les éclairages nocturnes qu'on coupe la nuit. Mais on rend les gens débiles, c'est pas possible d'en arriver à ce stade-là. Stéphane Sautarel, vous êtes élu local. Oui, élu local et parlementaire. Est-ce qu'on dépense mal en France? Sans doute qu'il nous arrive de dépenser mal. Et il y a au moins un constat qui me semble aujourd'hui assez largement partagé, c'est l'inefficacité partielle, relative de la dépense publique. Puisque nous sommes à la fois le pays qui a le taux de dépense publique le plus élevé, 56%, et le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé après le Danemark, qui doit être sous votre contrôle de 45 ou 46%. Donc, on est obligé de faire ce constat que, en ayant une dépense publique conséquente, un taux de prélèvement sur les citoyens, sur les contribuables important, il y a des trous dans la raquette, pour parler très directement. C'est-à-dire que nos services publics ne sont pas toujours au rendez-vous, nos infrastructures, c'est sûr, dans le domaine notamment dans le domaine des transports, ne sont pas au rendez-vous. Donc, on a un vrai sujet, et tout ça adossé à 3 000 milliards de dettes aujourd'hui. Mais attendez, j'entends ça depuis 30 ans. On dépense trop, que la dépense publique est trop importante, Christian de Boissieu. Mais on ne prend pas de décision pour justement rendre cette dépense publique plus efficace. Depuis 20 ans, il y a eu des tas de rapports, il y a eu des tas de commissions sur cette question, comment améliorer l'efficacité des dépenses publiques. Et le dernier rapport que je connaisse, sous Édouard Philippe, Premier ministre, c'est ce qu'on appelait CAP 22 pour préparer l'arrivée de 2022. Donc c'était avant. Et c'était tellement compliqué de mettre les gens d'accord que ça n'a pas été publié. Il y a juste quelques informations qui ont circulé. Rien. Deuxième remarque, je pense effectivement que Tony a raison. Je le suis, en tout cas au moins sur un point, c'est la question de la formation. Et les questions de mobilité professionnelle, mobilité sociale. C'est vrai que l'ascenseur social, cher à Jacques Chirac, vous vous souvenez, et à d'autres, bon, il s'est quand même pas mal arrêté. Et je pense que la réforme de la formation professionnelle sous Macron a été nécessaire, mais pas suffisante. Qu'il faudra vraiment améliorer tout ça. Troisième remarque, sur les problèmes de la dette. Juste un mot sur les problèmes de la dette. Notre auditeur, Tony, disait qu'on n'est jamais content. Alors, je vais lui donner un exemple de points sur lesquels moi j'ai été content. Je pense que face au Covid, il fallait faire le quoi qu'il en coûte pour éviter une crise plus grave. C'est comme ça qu'on a évité, d'ailleurs, sous le Covid, la montée du chômage et d'autres inconvénients importants. Face aux conséquences de la guerre en Ukraine, il fallait continuer à laisser filer les dépenses, les déficits et la dette publique. Le problème qu'on a, c'est qu'on est rentré en fin 2019, début 2020 dans le Covid, avec un ratio de dette publique qui était trop élevé. On était déjà à 98, c'est-à-dire 100%. Tous les pays ont pris 10 à 15 points de PIB à cause du Covid et de l'Ukraine. Simplement, l'Allemagne était à 60. C'est ça. L'Allemagne était à 60, ils sont à 75. Nous, on était à 100, on est à 113. Donc, le problème de la France, c'est qu'on n'arrive pas à gérer nos finances publiques. État, collectivité locale. Surtout État, malgré tout. Non, mais moi, je veux aussi parler des collectivités locales. Mais c'est surtout l'État. Bon, les deux. Et on a parlé tout à l'heure de la Sécu. C'est les 3 niveaux qui comptent, mais raisonnons État, collectivité locale. Quand il y a plus de croissance ou plus de rentrées fiscales, on parle tout de suite de cagnotte, comme s'il y avait de l'argent supplémentaire à dépenser, au lieu de réduire les déficits et la dette publique. On est d'accord. Bon, ça, on peut en 2022, il y a eu plus de rentrées fiscales à cause de l'inflation, plus de TVA, et l'argent, on l'a utilisé. Mais parce que les collectivités locales, lorsque ça marche bien, font des investissements pour être réélus. Collectivités locales. Non mais attends, c'est humain, évidemment. Du coup, vous essayez d'embellir, vous essayez de... Non, il y a une différence fondamentale, c'est que les collectivités locales
local emprunte pour investir, l'État emprunte pour fonctionner. C'est ça la grande différence. Budget 2023, dépenses de l'État, 500 milliards, 270 milliards de recours à l'emprunt pour 27 milliards d'investissements. On emprunte 10 fois plus que ce qu'on investit. Cherchez-moi une collectivité locale qui a un tel ratio. Heureusement, ça n'existe pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sujets à traiter. Mais aujourd'hui, il y a une vraie difficulté sur le recours, parce qu'il y a la bonne dette et la mauvaise dette. C'est comme le cholestérol. Oui, comme mais on dit. vous êtes comme l'État. C'est-à-dire que quand ça marche bien, quand il y a des rentrées d'argent, au lieu de faire une cagnotte, d'économiser pour faire baisser la dette, vous dépensez. C'est bien d'investir, on est bien d'accord. Mais il faut aussi investir. On peut discuter sur certains investissements. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des sujets à traiter. Mais aujourd'hui, on ne peut pas laisser croire que le sujet de la France en termes de finances publiques, ce sont les collectivités locales. Non, j'ai pas entendu ça. C'est l'État avant tout. Mais c'est d'abord l'État. Les collectivités peuvent y prendre leur part. Dites-moi, le citoyen peut-être aussi, non ? Le citoyen aussi. Et la sécurité sociale. On n'en a pas parlé. Si, je dis un mot. État, collectivité locale, sécurité sociale. Oui, mais dites-moi, le comportement du citoyen, puisqu'on parle de sécurité sociale, le comportement du citoyen aussi. Oui, contribuer, bien sûr. Derrière tout ça, il y a des problèmes de solidarité ou pas, de pédagogie ou pas. Il y a tout ça, donc ça ouvre à d'autres dimensions importantes. Oui, Pascal Delima. Sur la dette publique, le contexte macroéconomique n'est quand même pas très bon, il faut le reconnaître. On fait attention à ce que Tony va vous dire. Oui, il y a un taux de croissance. Tony est toujours là. Il est toujours là, le taux de croissance. Je suis là. Alors écoutez, Pascal Delima, vous allez faire une remarque, je sens. On a un taux de croissance quand même qui est très faible. On a un contexte de remontée un peu des taux d'intérêt aussi, qui peut risquer d'augmenter la charge de la dette. Qui va augmenter. On a un contexte qui est pas extrêmement porteur sur le terrain économique, avec une dette qui explose. Cette fameuse règle des 90%, c'est des études qui ont été faites, très vieilles, qui ont été remises en cause après. C'est quoi la règle des 90% Il y avait l'idée qu'il fallait pas dépenser 90% du PIB. C'est deux économistes américains qui ont sorti ils se sont fait après un jour. On est à 113, nous. 114. On oublie. Par contre, il y a une vraie question aussi de méthode, c'est-à-dire que c'est pas facile d'évaluer l'efficacité des politiques publiques. C'est pas facile parce que ça nous oblige peut-être à rentrer dans un débat un peu mais disons que on fait très vite des rapprochements de grandeur statistique sous la forme de corrélation. C'est-à-dire qu'on essaie de corréler des choses et en fait c'est pas si facile que ça. Oui. Et en fait il faudrait passer sur des modèles qui soient plus des analyses de vraie causalité avec des méthodes nouvelles. Les pays anglo-saxons l'ont fait très bien. Nous on a voulu s'en inspirer, ça n'a pas marché. Il n'y a qu'à appeler un cabinet de conseil, on aura... Attention. Non, mais je dis ça. Pourquoi pas ? J'étais dans la commission d'enquête. Il y a deux pays. Au début des années en 94, qui étaient au fond du trou. Le Canada et la Suède, du point de vue budgétaire, ils étaient au fond de la piscine et ça a été l'occasion d'une réforme massive de l'État. Comment tu fais ces deux pays ? Alors ils ont pris les moyens parce qu'ils étaient au fond du trou. Le problème, nous, c'est que ça va pas très bien. Mais qu'on ne prend pas les moyens. Mais on n'est jamais quels moyens ont-ils pris ? À la fois politique et méthodologique. C'est-à-dire et systémique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on passe notre temps à corriger à la marge, à compléter, à faire un coup de rabot ou à ajuster les choses. Aujourd'hui, il y a un sujet qui touche au système dans sa globalité. Et doit-on s'inquiéter et qui paiera ? Eh bien, on va en parler. Il est dit 11h46. À tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Nos invités, Christian de Boissieu, vice-président du Cercle des économistes, professeur à Paris, Panthéon-Sorbonne, Pascal Delima, chef économiste CGI Consulting, Stéphane Sautarel, sénateur Les Républicains du Cantal. Est-ce que la France peut tomber en cessation de paiement ? Messieurs, vous dites non ? Moi, je dirais non. Phénomène. Je dirais non pour l'instant, jusqu'à présent, et ça va continuer. On arrive à emprunter sur les marchés internationaux. Malgré l'ampleur de notre dette. Oui. Mais attendez, il y a pire que nous, alors. Oui, il y a pire que nous. Vous prenez l'Italie est à 135% de son PIB, la Grèce est à 200%, le Japon est beaucoup plus haut, mais il y a beaucoup d'épargne domestique qui permet de financer. Leur dette est détenue par les Japonais, les nationaux. Deuxième remarque, les taux d'intérêt ont monté, ils vont continuer malheureusement à monter, comme le disait Pascal, et donc les charges d'intérêt dans le budget de l'État et dans les budgets des collectivités locales, vous me permettez de parler de collectivités locales. Vous avez raison. Les charges d'intérêt vont monter. Ce qui veut dire que ça va être laissé moins de place aux autres dépenses publiques, ça va être compliqué de gérer les dépenses publiques dans un contexte où les charges d'intérêt... Donc,
on n'a pas d'inquiétude à avoir. Non, parce que la signature de la France est encore honorée, respectée. Pascal Delima, vous êtes d'accord avec votre professeur ? Je suis tout à fait d'accord avec Christian, bien évidemment. Il y a aussi les agences de notation qui, quand même, ont une centaine de critères pour calculer le rating d'un État, enfin la note d'un État. Alors on ne doit pas. Est encore alors on ne doit pas s'inquiéter de la dette, d'accord ? Non, c'est pas tout à fait ça. S'inquiéter du risque de faillite. Alors est-ce qu'on doit s'inquiéter de la dette ? Oui. 42 000 € par Français, vous disiez, Stéphane. Oui, en moyenne, ça mais ça ne veut pas dire grand-chose. 42 000 € par Français, ce qui ne veut pas dire grand-chose, mais ça montre quand même l'ampleur, parce que 3 000 milliards, personne ne sait ce que représente 3 000 milliards. C'est ça la dette de la France. Mais comme on le disait tout à l'heure, on a fait ce qu'on appelle faire rouler la dette. C'est-à-dire qu'en fait, l'État ne rembourse jamais le capital, il ne rembourse que les intérêts. Mais ces dette est renouvelée, quoi. Ces intérêts pesaient il y a 2 ans dans le budget de la nation 36 milliards. En 2023, ce sera 60 milliards. Et au rythme où on va avec l'inflation et la hausse des taux d'intérêt, on peut être à 100 milliards dans 3 ans. Et donc, si c'est ça, ce sera le premier budget de la nation, devant l'éducation nationale. Déjà en 23, on sera le deuxième. Et ça va laisser de moins en moins de place aux autres dépenses. Et ça va laisser de moins en moins de place. Donc aux dépenses publiques. Aux autres dépenses publiques dont on a besoin. Dont on a besoin par ailleurs. L'éducation, les infrastructures, absolument, etc. Et donc là, la question du choix va être compliquée. Et il faudra donc des méthodes. Il faudra de la volonté politique. Tout à fait. Et la bonne méthode pour choisir entre les dépenses publiques. Alors que faire ? Ce que faire, de toute façon, je pense que pour l'instant, ce qu'on a dit les uns les autres, c'est qu'on est encore dans le quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire on laisse encore filer. Demain, c'est-à-dire, moi je pense à partir de 2023, il va falloir reprendre le contrôle de la situation des finances publiques. Mais comment fait-on pour reprendre le contrôle de la situation ? C'est-à-dire que quelles conséquences pour nous ? Il y a des dépenses d'intervention qui sont sans doute à réduire. Les dépenses d'intervention. Lesquelles ? Les dépenses d'intervention. Tout à l'heure, notre ami disait qu'il y a trop de dépenses d'aide à certaines entreprises. Il faut cibler. davantage. C'est comme il faut aider plus les PME, parce que je crains un peu de faillite de PME dans les mois qui viennent pour des raisons de réduction du quoi qu'il en coûte et des prix de l'énergie, PGE, etc. Et puis de consommation. Voilà. On va progressivement revenir un peu sur ce qu'on a fait avec le Covid, etc. Et donc, il faut réduire les dépenses d'intervention et je dirais cibler donc les aides, mais pas réduire certaines dépenses. On est d'accord. Il faut réduire les dépenses d'éducation, c'est le prof qui parle. Surtout pas. Pas la santé. Ni la santé, ni l'éducation, ni le régalien. Il faut établir des priorités. Mais établir des priorités. Deux pistes. Aujourd'hui, nous avons beaucoup externalisé. Il y a 1250 agences d'État. Est-ce qu'on ne peut pas reprendre la maîtrise qui ont un coût de 50 milliards d'euros ? Il y a aujourd'hui des dépenses, ce qu'on appelle les dépenses fiscales et les dépenses sociales, c'est-à-dire en fait tous les allègements d'impôts, les allègements sociaux. Dans notre budget, c'est plus de 150 milliards d'euros. Est-ce que ce ne sont pas des pistes qu'on pourrait examiner pour trouver de vraies économies pour se recentrer sur l'essentiel ? J'ai une minute. Pas toutes, mais j'ai certaines. 2 minutes. Je voudrais quand même donner la parole à Dominique. Dominique, on a très peu de temps, mais allez-y quand même, parce que je tenais, vous êtes là depuis un moment, vous êtes à Châtenay-Malabry, dans les Hauts-de-Seine. 15 ans en profession libérale et 25 ans fonctionnaire à Bercy. Oui, vous me donnez combien de temps ? Je vous donne 1 minute, allez-y. Donc avec à partir de cette double expérience, je peux simplement dire que des sources d'économie très importantes sont aisées à atteindre si on a une volonté politique. Environ 30% d'économies sont tout à fait faisables, avec une volonté vraiment de réduire de manière drastique les mauvaises dépenses, les dépenses inutiles, les doublons, les complexités. L'État a su le faire dans au moins 3 domaines. Il a su le faire pour la défense, qu'il a mis jusqu'à l'os. Il a su le faire pour les hôpitaux, qu'il a mis jusqu'à l'os également. Et il a su le faire pour le prélèvement à la source où quand il veut, il peut, mais il ne veut pas à l'heure actuelle. Donc voilà. C'est-à-dire que, Dominique, que préconisez-vous ? Que doit faire l'État avec de la volonté politique ? C'est très simple, c'est pour chacune des missions et dans chacun des services, avoir des envoyés spéciaux qui vont couper drastiquement dans les dépenses et remettre en cause l'organisation existante. On peut assez facilement avoir des économies de l'ordre de 30%, aussi bien pour les dépenses sociales que pour les dépenses de fonctionnement. 30%, c'est un objectif tout à fait atteignable. Quand l'État veut, il le peut, mais à l'heure actuelle, il ne le veut pas. Simplement, ça suppose une révolution et surtout une volonté, c'est-à-dire il faut donner les pleins pouvoirs à ce que j'appellerais autrefois des missi de minici, des envoyés spéciaux qui vont venir et qui vont faire une révolution managériale en appliquant tout simplement les méthodes de gestion du privé. Moi, c'est ce que j'ai vécu. 15 ans dans le privé, 25 ans dans le public. Merci Dominique. Vous en pensez quoi ? J'en pense plutôt du bien parce qu'il faut les deux.
la volonté politique et la méthode. Et je pense qu'on pêche sur les deux côtés et qu'il ne suffit pas d'avoir l'un des deux. Alors, on a cru avoir la méthode depuis 10-15 ans, finalement on ne l'a pas. Mais par rapport aux, 30%, comme dit votre auditeur, c'est dans le temps, c'est pas à court terme. Il y a le problème de la gestion des rapports entre le court terme et le long terme. Là. Et à court terme, il faut quand même, il faut pas sacrifier les dépenses, un certain nombre de dépenses sociales, l'éducation, les amortisseurs dont on a besoin. Mais je pense qu'il y a quand même un potentiel de Pascal réduction. Delima. Sur le court terme, il y a des choses qui sont faites du fait de la crise de l'énergie. Déjà sur la sobriété énergétique, je crois qu'on nous a bien martelé là-dessus. Et il y a déjà des chiffres qui commencent à sortir, comme quoi ça a fait diminuer la consommation de 5-6%. Il y a des efforts quand même, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien du tout. C'est très court-termiste, on n'est pas sur la transformation à long terme de l'économie, mais c'est très court-termiste. Et puis sur le moyen à long terme, évidemment, alors c'est un peu une banalité, remiser tout sur les réformes structurelles, la croissance économique est quand même le gage quand même de recettes fiscales pour éviter trop de pression fiscale à un moment qui n'est pas opportun. Un mot. Je partage l'ambition et la possibilité. Deux remarques. Il faut que ça corresponde à une vision, c'est-à-dire que c'est quelle vision, quel projet de société, quel vivre ensemble on veut pour répondre à ces dépenses, à ces choix. Et en revanche, là où il y a une vraie limite, c'est qu'aujourd'hui est devant nous la fameuse transition climatique, la transition écologique, la transition énergétique qui va d'abord coûter. Oui, qui va coûter beaucoup. Mais qui est indispensable, on est bien d'accord. Et qui est indispensable, mais qui va coûter. Bien, messieurs, merci d'être venus nous voir. Merci. Toujours passionnant, évidemment. Je vous remercie vraiment. Il est 11h58. Vous êtes sur Sud Radio. Merci. À tout de suite. Nous continuons. Tiens, nous allons parler d'Elon Musk. Et vous continuez. Si vous avez envie de revenir sur le match Argentine-France, vous serez à l'antenne, évidemment. Merci.